Merci beaucoup, Daniel. Juste pour la précision, là, on se questionnait d'entrée de jeu, il y avait deux projets, hein, Ouais. on mentionnait. C'est pas deux projets comme tels, c'est deux règlements. Un qui modifie le PPU, un autre qui modifie le zonage, là. Ils sont très reliés. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Ma présentation va être en 5 temps ce soir. D'abord, une mise en contexte sur notre contexte plus large à la ville de planification urbaine. Qu'est-ce que le PPU aussi? On va prendre le temps de préciser un programme particulier d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est comme outil? Je sais qu'on a des initiés dans la salle. Je pense aux administrateurs du conseil de quartier qui connaissent très bien, mais je pense que le détour en vaut la peine pour qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde. Je vais présenter ensuite les projets qui suscitent les modifications réglementaires, le contenu des modifications comme telles, ensuite les calendriers d'adoption, puis on pourra ouvrir à la période de questions. Donc, d'emblée, les modifications réglementaires là, au niveau du PPE et du zonage visent à permettre la réalisation de deux projets distincts. Un premier qui est un immeuble de 100 logements répartis sur 5 étages qui s'implanterait là, sur le stationnement étagé tout juste à l'arrière ici du YMCA, entre les rues Sainte-Marguerite, de la Chapelle et Fleury. Le deuxième projet vise la relocalisation de la Banque nationale là, qui se trouve sur Saint-Joseph au 700, précisément, qui souhaite se relocaliser à l'angle de la rue Saint-Dominique, toujours sur la rue Saint-Joseph, dans le local vacant là, en face de la brûlerie Saint-Henri. Les étapes du processus de modification réglementaire sont les suivantes. Les projets de règlement, autant pour le PPU que pour le zonage, ont été adoptés au conseil de ville, conseil d'arrondissement. Ce soir, on tient la consultation publique. On prendra aussi avis des administrateurs du conseil de quartier. Il y aura par la suite un délai de 7 jours pour formuler des commentaires écrits. Puis, les modifications, les projets de règlement là, seront adoptés en conseil de ville, arrondissement et entreront en vigueur. D'abord, avant de se lancer précisément ou plus en détail, là, c'est-à-dire dans la modification au PPU, il importe de mettre la table sur le contexte de planification urbaine plus large dans lequel s'inscrit la ville depuis des mois, voire des années, qui est celui de la crise en habitation. Euh, Crise pour laquelle la Ville a amené une réponse là, qui est celle de son plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026 pour la réalisation de sa vision de l'habitation. Le plan de mise en œuvre, là, il prévoit une diversité de mesures pour créer des opportunités à la construction de 80 000 unités de logement d'ici 2040. Donc, on souhaite accélérer la construction de logements pour tout type de ménage, créer des milieux de vie, surtout ramener nos taux d'inoccupation dans le marché locatif à un niveau d'équilibre. Présentement, on a des records qui parlent dans le sens positif du tout du terme. Là. On a un taux de 0,2 pour les terres Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Hausse, particulièrement dans la dernière. Je me mets des taux, je vais expliquer ce qu'un plan particulier d'urbanisme. Vous avez à l'écran une synthèse de ce qui est la division des responsabilités en aménagement du territoire au Québec. On n'ira pas dans ce niveau de détail-là, mais c'est pour vous situer que chaque palier a des responsabilités. Le gouvernement, les gouvernements régionaux également, donc la communauté métropolitaine et l'agglomération. Puis au niveau local, on a des responsabilités de planification et d'adoption réglementaire. Plus on descend dans les paliers, plus on raffine le niveau de détail, plus on est précis, plus on prévoit avec finesse ce qu'on veut faire sur nos territoires. Et les plans particuliers d'urbanisme s'inscrivent au niveau des municipalités locales. C'est des focus, c'est des zooms qu'on fait à l'intérieur de notre plan d'urbanisme comme ville sur des secteurs où on veut porter une attention particulière. On a des objectifs à atteindre, un contexte qui le justifie, des gros projets qui s'en viennent pour une territoire. Donc, on décide de s'y attarder plus en détail. Puis, on prévoit des règles d'aménagement pour incarner les visions et les objectifs à l'intérieur du PPU. C'est ça, c'est de là que vient le lien très, très étroit entre réglementation et planification quand on arrive dans les PPU. Pour le secteur du centre-ville Saint-Roch, vous avez à l'écran le territoire visé par le fameux programme. La limite est, c'est l'autoroute du frein Montmorency. À l'ouest, on est au boulevard Langelier. Au nord, la rivière Saint-Charles, rue de la Croix-Rouge. Puis au sud, on suit la falaise, approximativement.
C'est un PPU qui a été adopté en 2017, puis qui avait comme prémisse ou comme motif initial l'idée de parfaire le grand projet urbain qui avait été débuté dans les années 90, le grand projet urbain de revitalisation. Donc, on voulait poursuivre avec une planification plus détaillée. Pour votre info, là, quelques orientations dont on s'était doté au PPU en 2017. On voulait donner au centre-ville une image à la hauteur de son importance en mettant en valeur sa vocation comme pôle technologique notamment. On voulait renforcer la priorité ou la présence résidentielle dans le quartier et consolider, densifier le cadre bâti existant. Ça faisait partie notamment des orientations. Et pour les atteindre, ces orientations-là, duquel découlaient différents objectifs, bien, on avait des règles d'aménagement qu'on a toujours, là, qui encadraient les usages, notamment les hauteurs minimales, maximales, les stationnements, les aires vertes. Et ces règles-là devaient par la suite, par cohérence, se traduire dans notre règlement de zonage, dans le règlement sur l'urbanisme de la cité Limoilou, donc qui est là notre lien très direct et étroit entre planification et réglementation. On en revient au projet qui nous intéresse ce soir, les deux projets qui incitent aux modifications réglementaires. Le premier, au 685 rue Sainte-Marguerite, c'est le stationnement étagé. Le projet prévoit 100 logements locatifs qui se déploient en 5 étages qui seraient ajoutés sur le dessus du stationnement existant. Vous le voyez à l'écran, là, dans le quadrilatère Sainte-Marguerite, Fleury, Chapelle, c'est le pointillé orangé. À noter qu'il y a un retrait de 29 cases là, qui est prévu au stationnement tel qu'on le connaît actuellement pour installer une structure, pour donner de la capacité structurante à la construction et permettre cet ajout d'étages résidentiels. C'est aussi un territoire là, qui est sous la responsabilité de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, le fameux acronyme CUCQ, qu'ils ont un travail d'assurer la qualité de l'intégration, de l'aménagement, la qualité architecturale du projet. Donc, qui regarderont là, éventuellement, dans le cadre de la demande de permis, le projet résidentiel. Vous avez le contexte urbain immédiat du stationnement quand on regarde là, en plongée, mais disons qu'on est en Haute-Ville. Là. En bleu, c'est le stationnement. Tout juste à côté, à l'est, on a le YMCA et l'Aube-Rivière qu'on reconnaît. De l'autre côté, du résidentiel de moyenne densité. Puis au nord, là, le boulevard Charret qui accueille une diversité d'activités commerciales, des bureaux. On a le Ubisoft à 10 étages et d'autres bureaux là, qui sont de 5-6 étages, un petit peu plus vers les bretelles d'autoroute. Le stationnement actuel depuis la rue, c'est un stationnement de 489 cases qui a à la fois 4 et 5 niveaux. La rue La Chapelle a un dénivelé quand on se rapproche vers la falaise, donc on perd un étage sur le stationnement. Vous avez la vue en bas à gauche. Oui, je pense que c'est toujours en bas à gauche en projeté sur l'écran. Rue de la Chapelle et Sainte-Marguerite. Et en bas à droite, rue de la Chapelle est vue depuis Sainte-Hélène. Quelques images, simulation du projet projeté. Là, les images sont fournies par le promoteur du projet, sa firme d'architectes. Dans un premier temps, une version coupe qu'on appelle dans une perspective nord-sud. Donc, c'est comme si on se trouvait sur la rue de la Chapelle puis qu'on regardait avec une vision périphérique excellente. Au centre, on a le projet comme tel. Dessous, le stationnement existant. Par-dessus, les étages résidentiels projetés en jaune. Et vous avez à gauche là, le boulevard Charret avec ses constructions existantes en gris pâle. Et ce qui est en bleu sur le dessus, c'est des simulations de ce que pourraient être des futures constructions en vertu de la réglementation actuelle qui permet un 33 mètres sur le boulevard Charret. Le projet, dans son agrandissement, avoisine les 35 mètres de hauteur. Puis à l'arrière, là, on a... Parfait. On a les constructions là, vers la falaise. Quelques vues piétons de différents angles. La première au bas à gauche depuis la rue Sainte-Hélène et en bas à droite depuis la rue Fleury. Donc, c'est des simulations. Là. Prenez le temps de bien observer le bâtiment. C'est ce qui est en gris là, sur l'image. Depuis le boulevard Charret, on reconnaît le YMCA, la tour Ubisoft. Entre les deux, la simulation du projet implanté. Merci beaucoup.
Et vue piéton depuis le croisement de la côte d'Abraham et côte Sainte-Geneviève, donc on est dans le prolongement là, de la rue de la Chapelle en Haute-Ville. On reconnaît encore une fois Ubisoft et le YMCA et entre les deux sur le stationnement, la simulation du projet. Notre deuxième projet qui incite les modifications réglementaires, c'est la relocalisation de la Banque nationale. Les propriétaires de l'immeuble situé au 700 rue Saint-Joseph souhaiteraient relocaliser les bureaux au 838 rue Saint-Joseph. Je le disais, c'est à l'angle de la rue Saint-Dominique. C'est le local que vous voyez là, en bas à droite, local qui est vacant présentement. Le PPU prévoit là, que tous les usages de la classe C1, services administratifs, qui inclut les services financiers, sont autorisés sur Saint-Joseph, mais pour les étages suivant le rez-de-chaussée. On maintient une priorité aux usages commerciaux, restaurants, bars, différents commerces sur la rue commerciale. Mais on y reviendra un petit peu plus loin à l'exception de la banque comme telle. Donc, concrètement, les modifications réglementaires, dans un premier temps, ce qu'on vient faire au niveau du PPU. Donc, je vous le disais, le PPU prévoit les règles précises d'aménagement pour incarner les objectifs. Donc, on le modifie dans un premier temps pour ensuite aller au niveau du zonage. Donc, en lien avec notre premier projet résidentiel, la modification serait au niveau de la hauteur pour la zone qui inclut le stationnement. Donc, de passer de 26 mètres autorisés présentement à 35 mètres. Et pour le deuxième projet de relocalisation de la banque, d'autoriser spécifiquement pour 3 aires d'affectation sur la rue Saint-Joseph entre la rue La Chapelle et la rue Saint-Dominique au nord. Je peux vous montrer l'image un peu plus loin. Je comprends qu'à l'oral, c'est dur à suivre. D'autoriser spécifiquement au rez-de-chaussée les services financiers seulement. Donc, pour la modification à la hauteur, vous avez en mauve l'aire d'affectation qui est concernée. C'est une aire d'affectation qui comprend uniquement 3 propriétés, l'Aube-Rivière, le YMCA et le stationnement qui nous intéresse ce soir. Donc, la proposition de modification, c'est de, à l'intérieur de cette aire-là, passer de 26 mètres de hauteur à 35 mètres. C'est une modification qui soutient les objectifs du PPU. En fait, le projet de densification résidentielle soutient les objectifs du PPU qui sont notamment de favoriser une forte densification résidentielle en facilitant l'intégration ou l'ajout de logements aux étages supérieurs de constructions existantes. On a aussi des objectifs au PPU qui visent à encourager l'innovation, la recherche de diversité dans les styles architecturaux, ce à quoi le projet répond. On a également au PPU comme objectif de favoriser une conception de bâtiments, des aménagements, développement durable en revalorisant le bâtiment existant. Le projet s'inscrit dans cette lignée-là. Et notre PPU dit également de favoriser la diminution des îlots de chaleur dans le quartier. On a un projet qui prévoit là, dans les aires qui vont être libérées au toit de faire de la végétation pour un 31 d'air vert en toiture. Donc, je le disais, ce qui est proposé pour l'aire d'affectation CMA-PC 26, de son nom codé de l'outil de planification, prévoit une hauteur maximale à 26 mètres, d'autoriser un 35 mètres pour permettre le projet. En lien avec la banque, les aires d'affectation qui sont visées, vous les voyez mieux à l'écran. Donc, on est au nord de la rue Saint-Joseph uniquement, entre la rue de la Chapelle et la rue Saint-Dominique. Le local qui est visé là, par la relocalisation, oui, exactement, Daniel, tout juste au coin exactement, tout juste au coin. La raison pour laquelle on vise quand même 3 aires d'affectation, c'est une demande, là, la Société de développement commercial, qui sont en faveur d'ailleurs de cette modification-là. Puis, ça permet d'avoir une uniformité aussi sur un tronçon de rue là, de ce qu'on autorise dans les usages. Donc, concrètement, je vous le disais, les services financiers correspondent à des usages de type C1, services administratifs, qui sont, eux, permis sur Saint-Joseph, mais aux étages suivant les rez-de-chaussée, donc au premier, deuxième, etc. Ce qu'on viendrait faire, c'est les autoriser spécifiquement pour les services financiers au rez-de-chaussée. Donc, l'entièreté du service administratif demeure aux étages suivants, mais pour les usages de type banque, on permettrait pour cette portion-là de la rue Saint-Joseph au nord que soit autorisé au rez-de-chaussée l'installation, par exemple, d'une banque nationale. On juge que l'activité banque amène un flot de clients qui contribuent à cette vitalité commerciale, puis ça s'inscrit dans l'objectif du PPU d'assurer une vitalité là, sur la rue Saint-Joseph comme artère commerciale.
Je vous le dis depuis le début, le lien direct entre ce qu'on prévoit au PPE puis le zonage. Donc, ces modifications-là doivent se traduire d'une certaine façon dans les zones, dans notre règlement d'urbanisme. Donc, concrètement, au niveau du zonage, ce qu'on vient faire, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour les 3 zones équivalentes aux aires d'affectation PPU sur la rue Saint-Joseph, on autorise spécifiquement le service financier au rez-de-chaussée. Et pour la zone correspondante au YMCA, Aube-Rivière et stationnement, on vient augmenter la hauteur maximale à 35 mètres pour le projet. Le calendrier d'adoption qui est proposé est le suivant. Donc, ce soir, on tient la consultation publique avis du conseil de quartier. Il y aura par la suite une consultation écrite de 7 jours du 28 février au 6 mars sur les modifications qui sont proposées ce soir. Adoption du règlement PPU le 18 mars, donc au conseil de ville. Adoption du règlement visant le zonage le 24 mars au conseil d'arrondissement et une entrée en vigueur suivant les délais légaux qui est prévu début avril. Ça conclut. Très bien, je pense qu'on va mettre fin à la présentation à l'écran. Monsieur Lachance, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Juste faire la précision suivante concernant l'usage C10 pour le 685 Sainte-Marguerite. Sachez que la demande officielle sera faite pour le retirer, cet usage-là. Le projet qui est présentement présenté n'a aucun projet de faire du C10, donc d'hébergement touristique, mais on préfère quand même ajouter cette disposition-là dans le cadre des grandes modifications réglementaires. Oui, je vais préciser Excuse-moi, oui. le C10, au sens de notre règlement d'urbanisme, correspond à l'hébergement touristique. Donc, c'est tout ce qui est hôtel, Airbnb notamment. On a un projet pour lequel il n'y a pas d'intérêt à faire de l'hébergement touristique temporaire. Ce qui est souhaité, c'est du locatif pour des résidents long terme. Mais la zone dans laquelle s'inscrit le projet permet d'en faire. Donc, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, dans une future modification, on viendra retirer la possibilité de faire du C10. Bien. Le projet est déposé, ça ne fait pas partie des objets de consultation. On ne peut pas modifier avant adoption pour ajouter ce retrait d'usage-là. C'est une technicalité légale, fait qu'il va falloir saisir la prochaine possibilité d'ouverture de PPU et modification de zonage. Qui risque d'arriver bientôt. Exact. Très bien. On serait de votre côté, on pourra répondre à vos questions de toute façon. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à vous présenter au micro. On commence par les citoyens de la salle, puis par la suite, on pourra passer aux administrateurs. Monsieur Campagna, je souhaitais vous entendre. Vous pouvez ajuster le micro également. Oui, bonsoir, merci. Est-ce que c'est possible d'afficher à l'écran le PPU actuel, secteur Saint-Roch, secteur sud-est? Le territoire d'application? Le PPU, le document. Ça ne serait pas évident, je vous invite à faire votre. OK, parce que c'est de ça qu'on parle ce soir, là. Ça serait bien de pouvoir le consulter. Moi, je l'ai ici sur mon écran. J'ai 2 cartes ici. J'ai notamment la carte concernant les hauteurs maximales prescrites, puis les différentes zones d'affectation. Donc, ça permet de bien visualiser pour que les administrateurs du conseil de quartier qui auront se prononcer tantôt puissent parler en connaissance de cause. C'est celle-là. C'est les grandes affectations, mais poursuivez, M. Campagna. Non, c'est pas cette Non, carte-là. c'est pas les grandes affectations, c'est les secteurs d'intervention. Les plans des affectations détaillés, la page 45, puis après ça, on a aussi le hauteur maximale prescrite, page 48. Ça aiderait à visualiser. Mais pendant que vous regardez, j'ai 2 préoccupations par rapport. Moi, essentiellement, mon intervention va concerner la zone 12-076 MB, donc ce qui concerne là, appelons ça Odéon ou Indigo, etc. Puis il y a 2 éléments effectivement qui me préoccupent. Une, c'est la question de la hauteur qui déroge au PPE actuel. Et la deuxième, effectivement, c'est l'affectation. Là, vous me pardonnerez si je n'utilise pas les bons termes techniques. Là. Je dis affectation, mais en fait, les usages. Oui. C10, effectivement, donc les Airbnb, genre, les hôtelleries touristiques, etc. Alors ça, effectivement, ça m'a sauté aux yeux qu'on maintient ça dedans. Disons que j'entends ce soir que ça va se faire plus tard. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est pas rassurant. Donc, c'est pas rassurant du tout parce que c'est ça une motivation. Ça serait pas de bonne foi de dire prétexte. Par la ville, employé par la ville pour justifier la dérogation en hauteur, c'est que c'est pour faire de l'habitation.
Ben, c'est sûr que si ça vire en hôtellerie touristique, on ne rencontre pas l'objectif. Mais je vais maintenir à ce moment-là la question de la hauteur. Et puis là, je veux dire, je vais passer par-dessus l'ensemble des préoccupations qui peuvent m'animer, notamment les corridors de vent qu'on crée dans une zone dans une ville nordique. Après ça, la question de la perte de la vue du panorama sur les Laurentides quand on est dans l'espace public. Notamment, on a un belvédère situé là, en bas de la côte Sainte-Geneviève. Puis là, on vient carrément mettre un édifice en face de ça. Donc, ce n'est pas juste des individus qui perdent leur vue, c'est le public. Hein. On a un belvédère public à cet endroit-là. Mais l'enjeu que j'ai par rapport à la hauteur, c'est que, je vais essayer de me retrouver dans mes notes, c'est que on parle de respecter les principes dans le PPU et notamment la question de la transition. Et puis, je vais retrouver le texte. Hein. On dit le projet de modification soutient la mise. Non, là, je suis à la page 36 de 37 là, du sommaire décisionnel, GT 2025-002. Et puis, on dit ici, le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du PPU du secteur sud du centre-ville de Saint-Roch, notamment soutenir la densification des grands sites vacants dans le respect des principes de répartition des gabarits construits et de transition, je souligne transition, avec les milieux construits attenants. Et c'est là que j'aurais besoin d'avoir les cartes, parce qu'on voit que juste au sud de la zone d'affectation CMA PC26, celle qui me concerne, on a deux autres, j'appelle ça des zones d'affectation, j'espère que j'utilise la bonne terminologie, ça va me donner plus de crédibilité. Donc, les zones d'affectation RPC 24 puis RPC 28. Alors, la RPC 24, on a une hauteur maximale au PPU de 16 mètres, et puis RPC 26, ça, c'est les habitations le long du coteau, hein, à partir de la chapelle en s'en allant vers l'est. Là, on est à 12 à 13 mètres. Puis on voit que ça, ces deux zones d'affectation-là sont directement attenantes à la zone 12,076 MB. Et là, on part dans le pire des cas, 12 à 13 mètres à 35 mètres. Alors moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la cohérence quand on dit qu'on vient respecter les principes du PPU en vigueur, puis notamment la question de la transition avec les milieux construits attenants, alors que d'un côté de la rue, on va être 12-13 mètres, de l'autre côté, on va être à 35 mètres. Fait que moi, j'ai besoin de comprendre la cohérence de tout ça ce soir. Merci. Merci, M. Campagna. Viviane, on va vous... Je vois Viviane. Pardon. On a partagé le lien au technicien. Je n'ai pas le clavier ici pour qu'il puisse l'ouvrir. C'est pour ça. Je vais laisser Mme Perron commencer la réponse, puis on va essayer d'ouvrir le... Ah, mais c'est 40... Version d'édition. Oui. Le 4-14. Je peux peut-être commencer quand même à répondre. Là, il y avait beaucoup de choses. J'ai oublié votre nom de famille, je m'excuse. Sur la question de la hauteur, vous avez nommé, effectivement, il y a l'impératif du besoin d'avoir du logement locatif, effectivement, qui nous guide comme ville. Ça, c'est une partie de la réponse. Pour ce projet-là, spécifiquement, il y a aussi des enjeux techniques de réalisation qui viennent avec le fait de s'inscrire sur un bâtiment existant. Il y a un besoin d'ajout de structure puis de dégagement à maintenir avec le YMCA sur lequel le stationnement est collé. Ce qui fait qu'il n'y a pas possibilité d'aller couvrir l'entièreté de la surface du stationnement au complet là, sur le dessus. Donc, pour avoir une rentabilité de ces éléments structuraux à ajouter, puis un nombre de logements conséquent pour le projet, il y a un besoin de monter en hauteur. Après, on s'inscrit quand même dans le prolongement, le renflement du boulevard Charret qui, lui, autorise un 33 mètres, 10 étages, comme l'immeuble d'Ubisoft là, qui existe pour la continuité là, de la trame. Si vous souhaitez intervenir, je vous invite à prendre le micro, puis on va... Yvette Aubert, présidente de Saint-Roch. J'avais en tête, en écoutant un peu les problèmes que M. Campagna a soulignés, parce que quand vous parlez de PPU, vous dites avec la densification
qu'on prévoit Mhm. en demandant des changements, on suit les objectifs de PPU. Mm. Mais il y avait des choses assez importantes dans les PPU par rapport à créer une gradation de hauteur entre les grands axes boulevard Charest, qui est une très large voie, et la falaise, les coteaux. Mm. Or, toutes les rues, les petites rues parallèles à boulevard Charest ont des largeurs aujourd'hui Oui. devenues minimales. Mhm. Alors, la ville n'a pas toujours la possibilité de faire expropriation et élargir ces rues-là. Donc, les gabarits, quand ils sont modifiés, il faut absolument prendre en compte les largeurs de ces rues-là. Parce Mm. que quand on donne un 10 étages sur Sainte-Marguerite, on crée un canyon. Est-ce qu'on peut aller à votre la coupe qui montre boulevard Charest? Je veux dire une coupe perpendiculaire au boulevard Oui, Charest. moi, je vais la mettre à l'écran Voilà, ici. voilà, c'est à l'écran. Regardez la largeur de rue Sainte-Marguerite et la largeur de boulevard Charest. Mm. C'est Sainte-Marguerite est plus petit qu'un quart de boulevard Charest. Or, vous donnez on veut accepter une hauteur qui est en fait plus haut que déjà prévu sur boulevard Charest, qui est 33. Et là, on veut donner 35 mètres plus haut et on voit aussi là que c'est plus haut. Avant, dans les zonages, dans l'autre partie de même zonage, sous le même numéro, je ne me souviens pas d'un numéro, vous avez montré sur le plan, qui contient aussi YMCA et le nouvel édifice de l'Aubrivière. Là, les gabarits étaient en respect de 26 mètres, je pense. Et on donne dans cette lot contiguë à YMCA au moins 2 étages plus haut. Alors, d'abord, dans les designs urbains, ça crée des différences qui ne sont pas souhaitables. Ensuite, on permet une hauteur excessive sur Sainte-Marguerite qu'on ne peut pas élargir. Et par rapport à côté sud de cet îlot, vers la falaise, on voit les bâtiments qui sont assez bas, 12 mètres et 16 mètres, je pense. Louis, tu nommais 16. Alors, d'un coup, on saute à une hauteur au moins double de ça. Alors, ça sont des tendances très négatives et très insouhaitables, comme faire des changements sur le PPU, qui est un grand concept, qui veut harmoniser et en définissant des objectifs en harmonie. Alors, on prend un îlot pour pouvoir permettre un projet résidentiel pour que ça soit rentable. On donne tout ce qu'on peut donner et même plus pour cet endroit. Là, ça c'est, je viens pas, je dirais pas le nom de l'îlot, mais présentement, il y a un autre îlot qui est controversé où on veut faire quelque chose de semblable. Alors, et on veut faire ces choses-là, ces changements-là, comme changement au PPU. Et ça, c'est aussi parce qu'on va bloquer les possibilités de référendum si les citoyens ne sont pas d'accord. Alors, on veut faire des changements à la pièce au PPU qui ont été présentés comme des grands consensus basés sur des grandes consultations établies qui étaient appuyées par les citoyens. On était arrivé à des bons compromis en considérant plusieurs aspects.
de la forme urbaine. Ces repères, ces éléments topographiques qui sont importants et qui ont venu jusqu'à aujourd'hui à travers l'histoire et qui font partie de l'identité de notre ville et sa forme urbaine. Et là, pièce par pièce, on va gruger les principes de ce PPU. Très bien. Alors, Je pense- ici, je parle pour dire que... Conclusion. oui, la conclusion. Moi, je parle lentement parce que c'est pas ma langue natale Mhm. et je veux faire attention à ce que j'ai dit. Alors, je trouve, les résumés, la conclusion, que l'augmentation des gabarits est excessive. Et j'ai expliqué les raisons pourquoi je trouve ça excessif. Parce que juste ajouterai quelque chose, dire ça pour trouver des solutions aux crises de logement, ce n'est pas une justification. Parce que si on perturbe l'ordre d'espace, l'ordre urbain d'une ville, on va l'endommager et ça va être plus laid et moins vivable, moins convivial sur différents points. Alors moi, j'ai vu si jamais les gens n'aiment pas vivre, louer des logements sur Sainte-Marguerite, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va permettre, en faisant des changements, on va permettre des Airbnb pour les gens qui ne restent pas longtemps, juste pour courte durée? Mais si c'est construit comme ça, je fais les paris, ça va être là. Ça Très va bien. être le cas. Merci. Est-ce que vous souhaitez répondre sur justement dans quel contexte est-ce qu'on modifie un programme particulier Métropolis? Oui, c'est sûr que les PPU sont élaborés effectivement au terme de démarches de consultation puis d'exercices de réflexion qui s'étirent dans le temps. Puis l'objectif, quand on adopte des PPU, c'est de prévoir au maximum toute situation qui pourrait se présenter sur un territoire, de voir les opportunités, mais c'est impossible de les concevoir entièrement. Ce serait mentir de dire que ce stationnement ressortait comme un potentiel de requalification dans la réflexion en 2017. On est dans un cas de figure qui est une première à Québec, pour ne pas dire une première dans la province, de réutilisation du stationnement étagé. Donc, c'est très difficile de prévoir un projet de ce type-là. Premièrement, sur la question du PPU, puis sa réouverture. Il faut rester quand même flexible, même quand on a un secteur de PPU, ce n'est pas une cloche de verre qu'on pose sur un secteur. Pardon? Ça évolue, exact. Les besoins évoluent, les situations évoluent, puis les opportunités se présentent qu'on n'avait pas imaginées. Ça, c'est pour un premier temps. Sur la question du design ou de la conception du projet, il y a quand même certains éléments rassurants, même sur le fait d'augmentation de gabarit. On prévoit du recul, par exemple, sur la rue La Chapelle, qui permet de maintenir une échelle humaine ou un basilaire à 4 étages du stationnement existant. Le projet est en reculé ou plus proche là, vers le YMCA, donc on perçoit moins la hauteur quand on est depuis la rue. Après ça, il y a toute la question de la CUCQ, la commission qui regarde le projet, s'assure de l'implantation, intégration, qualité architecturale de sa réalisation. Il y a des études également qui ont été produites dans le cadre de ce projet-là sur l'ensoleillement, sur la question des vents, qui ont démontré des impacts, somme toute mineurs. Mon collègue pourra peut-être enchérir sur cette question-là, là, mais des impacts mineurs d'augmentation du gabarit entre le 26 puis le 35 ou tout juste au 35. Je ne sais pas si ça répond, là. C'est bien. Monsieur Lachance, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, bien, peut-être quand même mettre 2 éléments en contexte. Ce qu'on propose ce soir, puis là, j'ai juste fait mes notes rapidement, là, peut-être que j'oublie des choses, veuillez m'en excuser. Moi, ce que j'ai devant moi, c'est au moins la 5e modification qu'on fait depuis la mise en place du PPU. On en a eu un à l'automne 2020, un à l'hiver 2021, au printemps 2021, un autre à l'automne 2023 pour différents motifs. Des opportunités qui se sont présentées au fil du temps et pour lesquelles, justement, les contextes évoluent. Puis je pense que ça, Catherine l'a bien dit. On essaie de se donner un maximum de vision, mais il arrive des moments d'opportunité, des projets d'opportunité qui nous font retourner en mode consultation comme on fait ce soir. Et j'insiste beaucoup sur l'aspect
de la consultation. Parce que là, ce qu'on vient faire, ce n'est pas une séance non plus d'information, c'est une séance de consultation. Vous donnez des commentaires, on les reçoit. Et ça fait partie du processus décisionnel ensuite qu'un élu a à accomplir. Mais un élu, ben, comme moi, ça a beaucoup quand même de facteurs à concilier. Tu sais, on a des facteurs d'habitation, vous les présentez, socio-économiques, environnementaux, humains, réglementaires, techniques, bref. Et l'idée, c'est que la consultation sert à éclairer la prise de décision et non pas à se substituer à la prise de décision, mais bien à éclairer la prise de décision. Et ben, c'est sûr que, bon, j'ai été élu démocratiquement pour représenter la population dans cette prise de décision. Je vous entends ce soir. Il y a aussi des gens qui peuvent nous contacter pour différents motifs. Il y aura une consultation écrite qui va suivre, Daniel. Tu me rappelleras les dates tantôt. Mais tous ces éléments-là vont être des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour la prise de décision et qui apportent quand même des modifications au final, des ajustements. Peut-être pas parfait pour certains points de vue, mais moi, je le sais, il y a du travail qui se fait à partir de ce que vous faites ce soir. Donc, c'est très apprécié. Puis, je vais laisser la parole à M. Dionne. À moins qu'il y avait un autre ajout de complément d'information. Sinon, avant M. Dion, on a quelqu'un en ligne qui souhaitait prendre la parole, donc j'inviterai ma collègue Alexandra. M. Dion, vous pouvez peut-être prendre une chaise 2 secondes, à lui ouvrir le micro et à l'annoncer. Oui, tout à fait. J'inviterais oh, Monsieur Pierre Bouchon, vous pouvez ouvrir votre micro puis prendre la parole. Excusez-moi, on a un petit Voyons, enjeu au niveau du micro. Oui, allez-y. est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend. M'entendez? Bon, alors, vous voyez ma maison, en fait, sur les coupes que j'ai vues du côté. J'habite Saint-Vallier-Est depuis 32 ans. Quand je suis arrivé, il y avait des nids de poules partout. C'était avant Jean-Paul Lallier. Méduse n'existait pas. Il fallait faire le choix d'aller vivre à Saint-Roch. Je l'ai fait. Je me suis tapé tout depuis la, je dirais, la réhabilitation de Saint-Roch, qu'on appelait amicalement à l'époque Nouveau Saint-Roch NOUVO. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Jusqu'à ce que l'administration précédente, sans consulter qui que ce soit, sans ne faire aucune étude d'implantation que ce soit, nous amène la charmante Aube-Rivière qui est en train de tuer notre beau quartier Saint-Roch. Ça, c'était juste une parenthèse que c'est pas le sujet de ce soir, j'en suis tout à fait conscient. Je vous aurais ramené. Alors, Merci. alors moi, je me pose vraiment à la manière dont mon quartier évolue. Là, je veux dire, on passe, la madame disait du double, c'est pas du double, là. On passe de des maisons de 13 mètres à quelque chose de 35 mètres. Une différence entre 26 et 35 mètres, c'est quand même pas mal haut, ça, qu'on le voit. Moi, mettez-vous à ma place. OK? Je sais que l'îlot d'Alchester a les mêmes enjeux. De chez moi, de ma terrasse, que j'habite depuis 32 ans, tout le monde va voir chez moi. Et moi, je ne verrai plus le soleil qui arriverait normalement sur ma terrasse. Bon, je sais que je suis juste un individu. Qu'est-ce que je suis à côté de 100 personnes? J'en suis conscient. Mais quand même, ce quartier-là, est-ce que si ma maison perd énormément de valeur, est-ce que la ville va venir à mon secours pour la perte que je suis parce que j'ai été là pendant 30 ans puis que ça serait le fun que je ramasse mon pactole à un moment donné puis que j'ai le droit de retraite moi aussi? Bon. Alors, bien entendu, moi, je ne suis pas d'accord avec le projet pour ces raisons-là. Mais en supposant que je n'aille pas le poids et que le projet passe pareil, j'ai 2 remarques. La première, ça concerne le stationnement. J'en ai manqué un petit bout au début. Quand ça déneige à Québec, contrairement à Montréal, on a la chance de mettre nos voitures un peu partout. Il faut que toutes les fourmis disparaissent en dedans. Alors, si vous allez les nuits de déneigement dans ce stationnement-là, vous voyez que c'est plein de voitures, des concitoyens qui vont mettre leur voiture à l'abri pour ne pas se faire remorquer. Je ne sais pas si le projet emporte le stationnement dans son giron, alors que ça devient le stationnement du projet, vous me répondrez. Et l'autre On a la affaire, réponse, oui. juste une remarque, sur la rue, sur le boulevard Charest,
il s'est construit il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, un immeuble qui est. Je pensais aller voir l'adresse, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Mais comme à côté du Box Hotel, entre le Walk and Roll et le Box Hotel, c'est tout neuf. Le Caïman, Ça je prend pas crois. la tête à Papineau pour regarder par la porte, puis voir qu'il y a une multitude de boîtes à clés noires. Et plein de gens qui rentrent et sortent là-dedans avec des petites valises à roulettes. Donc, c'est full Airbnb. C'était supposé être immeuble à logement pour des gens qui restaient là de façon permanente. Comment peut-il y avoir autant de boîtes noires? Et est-ce que la ville est intervenue là-dessus? Je ne crois pas, moi. Alors voilà. Oui, ben, pour la question concernant l'usage C10, je pense qu'on fait référence à l'édifice Le Caïman. Moins que j'aille mal situé, là, mais je pense que c'est le Oui, c'est Caïman. ça. Donc, il est effectivement autorisé pour un usage C10 au niveau de sa construction, tout comme le projet qui se développera du même promoteur au coin où ce que le stationnement du walk and roll et tout. Là. Donc, c'est le même promoteur qui propose le même type de projet à cet effet. Et pour le stationnement? Oui, je peux répondre pour le stationnement. Il y avait la question de l'évaluation aussi, là, malheureusement, complexe. Là, l'évaluation pas en mesure d'apporter une réponse très, très précise sur les dynamiques qui influent la valeur des propriétés. Là. Je suis désolée. Sur le stationnement, il y a quand même un maintien de l'usage de stationnement commercial. Il y a 29 cases là, qui seraient perdues pour la structure à être mise en place pour renforcer la capacité structurante du projet. Un 45 places qui seraient dédiées là, aux nouveaux résidents. Donc, c'est un ratio d'approximativement un stationnement pour 2 logements. Puis le reste demeure disponible là, à la location quotidienne ou autre période qu'opère le stationnement présentement. Là. Peut-être pour la question D'accord, de merci. l'ensoleillement, peut-être pour la question de l'ensoleillement aussi que vous avez mentionné, mon collègue a des précisions là-dessus. Non, On va marcher de ça. Oui, parfait. Donc, c'est ça pour la question de l'ensoleillement. Là, il y a peu ou peu d'impact là, pour vous sur la rue Valier, là, de par le cours du soleil, mais aussi, on a regardé les simulations avec le zonage existant, puis les différences par rapport aux propriétés voisines là, étaient très, très faibles. Là. Je reviens rapidement sur la question de l'évaluation. Il y a quand même eu des études qui ont été faites à travers les années par la ville pour voir un peu la dynamique de marché suite à la construction d'un immeuble. Et s'il y a quelque chose, habituellement, ça tire les valeurs vers le haut. Par contre, dans les quartiers centrales, c'est principalement, ça n'a pas d'effet en tant que tel. Là. Donc, ça suit le marché, ça n'a pas de dépréciation sur les valeurs là, adjacentes. Merci. très bien. Merci, M. Bouchard. Je pense qu'on peut revenir en salle. Je vous invite à présenter au micro. Bonsoir, Henri Dionne, citoyen de la rue du Parvis. D'abord, je tiens à féliciter la ville de ne pas avoir laissé ce stationnement-là à l'abandon. C'est-à-dire que c'est une structure vieillissante, soumise au sel de déglaçage et qui a certainement besoin structurellement d'être renforcée. Donc, bravo d'avoir pris votre responsabilité avant que ça se traduise en bibliothèque Gabriel Leroy où il a fallu faire un trou immense pour tout déconstruire. De deux, c'est un îlot qui est à côté chez moi que je trouve glauque. Donc, il y a mur aveugle, pas de sentiment de sécurité. La rue Sainte-Marguerite, on l'a rebaptisée Allée de l'urine parce que ça sent mauvais, surtout quand on y va l'été. Donc, puis il y a une crise du logement. Donc, je tiens à féliciter la ville de se dire on va valoriser un patrimoine qui nous appartient pour le co-développer avec le secteur privé pour créer du logement parce qu'il y a une crise du logement. Alors, félicitations. Bon, maintenant, j'aimerais, moi, voir, surtout du côté de la rue Fleury, peut-être des cases de stationnement supprimées sur le stationnement pour en faire des maisons de ville. Donc, ça permettrait d'avoir une rue Fleury qui soit beaucoup plus conviviale, où on marche et puis on a un sentiment de normalité, au lieu d'avoir cette espèce de gros cube glauque, vraiment très vilain et laid. Ensuite, pour le bâtiment qui va héberger 100 logements, peut-être qu'on pourrait faire un escalier du côté de la rue Fleury
pour avoir un dégagé progressif qui permettrait d'avoir moins un effet de masse. Donc, ça pourrait être intéressant. Et peut-être à ce moment-là, ajouter un étage pour venir centrer quelque chose qui serait en retrait de toutes parts, mais qui donnerait la rentabilité au projet. Les coûts de construction ont augmenté de 50% depuis la pandémie pour avoir fait des rénovations majeures chez nous et ailleurs. C'est important de le considérer dans un projet. Voici mon intervention. Merci. Merci pour les suggestions. Peut-être mentionner, ce n'est pas un projet ville, c'est un projet privé. Effectivement, projet privé entièrement. Là, la propriété du stationnement aussi est privée. Non, la ville a un bail là, pour certaines cases, mais pas sur la propriété en tant que telle. Puis je fais du pouce un petit peu sur votre commentaire. Là. La structure qui est là, c'est une structure qui est saine, donc c'est un stationnement qui va rester là pour plusieurs années encore. Puis nous, c'est un peu comme vous disiez, on le voyait le projet comme une opportunité de venir, je ne veux pas dire maximiser, mais réutiliser un site, ajouter de la vie, ajouter des habitants sur un site qui va rester là pendant 30-40 ans dans notre centre-ville. Puis pour arriver à la version que vous voyez aujourd'hui, bien, il y a quand même eu des efforts de fait avec notre équipe de design urbain pour travailler les volumes, offrir des dégagements sur Fleury, sur La Chapelle, puis un petit peu sur Sainte-Marguerite, mais il y a des défis de structure aussi. Il y a des endroits où on peut positionner le bâtiment. Donc, techniquement, très complexe. C'est peut-être pas un projet parfait, mais pour nous, c'est tellement une belle opportunité d'ajouter des gens au centre-ville dans un projet qui, on l'espère, va bien atterrir dans votre quartier. Merci beaucoup. Lui, est-ce que ça te gênerait de laisser peut-être la parole à Marie-Noël en premier pour un premier droit de parole? On ne sait pas trop. Bonsoir. Alors, Marie-Noël Bélan de l'Engrenage Saint-Roch. Quelques petites réflexions. D'abord, sur les consultations sur le processus en tant que tel, j'ai le goût de vous partager qu'on reçoit beaucoup d'échos. Ça fait 2 fois que lors des annonces du maire, les projets sont annoncés comme chose faite. Et puis, ça donne une impression que les consultations sont, on entend beaucoup, sont bidons. Fait que les gens, en tout cas, nous, on reçoit beaucoup l'écho de personnes qui se disent c'est quoi le sens des consultations lorsqu'on annonce un projet comme chose faite? Ce serait intéressant d'entendre Monsieur le maire dire on soumet ce projet-là à la population pour entendre son point de vue et puis juste d'être dans le dialogue. Parce que nous, ça nous préoccupe, cette perte de confiance-là en termes de participation citoyenne active, chose qui est très importante et que nous, on a dans notre mission de soutenir. Deuxième élément, la crise du logement. La Ville met beaucoup de l'avant la quantité de logements à construire. Il n'y a pas juste des dérogations au PPU qui peuvent permettre la création de logements. On vous a écrit, on a écrit à Pierre-Luc la semaine dernière parce qu'on était très inquiets sur le C10 dans ce projet-là. Je suis contente d'apprendre que ça va être modifié, mais on dirait que j'aurais aimé ça que ce soit prévu. Ça m'aurait donné l'impression qu'il y a une vision d'ensemble et puis que l'abordabilité, l'accessibilité, le résidentiel, donc, est vraiment important. Donc, ça, c'est une des préoccupations que je voulais partager. Autre élément, quand on déroge au PPU, la valeur du terrain augmente, le potentiel de revenus augmente aussi. Il y a des villes au Québec qui exigent une contrepartie en échange de ça. D'ailleurs, c'est un des leviers d'action pour assurer une abordabilité du logement. Une contrepartie qui peut être, par exemple, du logement social. J'ai écrit à Pierre-Luc pour savoir quelle contrepartie a été demandée dans ce projet-là. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je ne suis pas certaine de saisir le processus par lequel vous mentionnez la contrepartie. Là. Il existe du zonage incitatif, effectivement, qui le prévoit comme outil. Donc, en échange d'une bonification à des hauteurs, des augmentations de gabarit, c'est très encadré légalement. Puis effectivement, là, on peut aller chercher la contrepartie. Dans un contexte de modification de PPU, et on n'est pas dans un encadrement légal de contrepartie. Là. Donc, Non, mais on accorde un privilège qui a une valeur importante à un promoteur privé. C'est un levier quand même de négociation que la Ville peut utiliser dans un développement de projet, chose que la Ville ne semble pas utiliser. La recherche d'un point d'équilibre dans Saint-Roch autour de seulement de la création de logements
il n'y a pas de point d'équilibre dans Saint-Roch. C'est un centre-ville. Il va y avoir toujours une demande plus forte. Le maintien de l'abordabilité des logements dans Saint-Roch passe par la construction de logements sociaux. Ce n'est pas pour être fatigante que j'en parle tout le temps, c'est parce que c'est essentiel dans un milieu comme Saint-Roch. En 5 ans, entre 2016 et 2021, les appartements locatifs ont augmenté de 23 pendant que l'inflation était de 10 puis que les loyers des propriétaires augmentaient de 12 Puis depuis, ça continue en flèche. Oui, il y a le Zénith. Oui, il y a le Bifrost. Mais ça, c'est des projets qui sont travaillés depuis des années. Là, ce qu'on annonce, c'est uniquement des projets qui ont des coûts très importants qui vont tirer vers le haut les coûts du logement. On a des grandes inquiétudes de notre côté, à savoir qu'est-ce qu'on est en train de planifier dans Saint-Roch. Oui, ça prend des mesures pour faire face à ce que Saint-Roch vit en ce moment, mais il faut absolument qu'il y ait une réflexion plus en profondeur parce que là, on a l'impression qu'il y a comme des actions de fait à gauche, à droite. L'Allier, par exemple, avec son plan, il y avait une réflexion de 3 ans dans une situation qui est encore plus problématique, je dirais. En même temps, on n'a pas à comparer. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'élaborer une vision? Merci beaucoup. Monsieur Lachance, vous ajoutez? Oui, puis pour répondre à 2 éléments, j'espère, la première partie de ton intervention, que ma réponse que j'ai fournie tantôt amenait un certain baume sur la crainte que tu as de la perception de consultation qu'on peut avoir. Je pense que c'est... en tout cas, ce que j'ai décrit, moi, c'est vraiment la vision que j'ai profondément. C'est le fondement de mon engagement en politique, sois-en assuré. Deuxième chose, pour les logements sociaux, tu as parlé de 2 projets, effectivement, qui sont bien enclenchés, même quasi finalisés. On espère, comme on dit, les inaugurer ce printemps. Ceci étant dit, il y en a d'autres projets de logements sociaux qui se développent. Malheureusement, que je ne peux pas parler publiquement, mais il y a d'autres travaux qui sont en train d'être faits par des groupes de ressources techniques dans Saint-Roch. Aussi dans Saint-Sauveur, tu vas me dire, Pierre-Luc, c'est le quartier à côté, ça ne compte pas. J'ai tendance à, étant représentant des deux, j'ai tendance à les compter les deux. Mais ceci étant dit, on voit vraiment aussi un équilibre pour le centre-ville à ce niveau-là du marché. On veut être quand même, il y a des belles opportunités dans Saint-Sauveur pour beaucoup de logements sociaux qu'on va développer. Je pense entre autres au terrain qu'on a acquis des Augustines à cet effet-là, qui proche de l'hôpital général, pas l'hôpital général, mais l'autre hôpital au bout de la rue Sacré-Cœur, entre autres. Mais pour parler de l'hôpital général, on sait que les sœurs à côté de qui sont présentement dans l'hôpital général de Québec, nous ont contactés à côté du CHSLD, là, Monastère des Augustines, parce qu'eux voient dans un certain moment partir. Ils sont rendus un petit groupe à occuper ce grand espace-là. Donc, ils ont contacté la ville pour qu'on travaille déjà ensemble à voir au futur de ce site-là. Dans toute la réflexion qui se porte, puis là, on est dans du hautement patrimonial, fait que j'y vais avec des pincettes, mais tous les usages, justement, pour favoriser la communauté, sont en train d'être explorés pour voir comment ce site-là aussi pourrait faire partie des solutions comme tu, je sens, l'entrevois. Très bien. Avant de redonner la parole à M. Campagna, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole, que ce soit en ligne en utilisant le bouton lever la main ou dans la salle en s'avançant, parce que sinon, M. Campagna sera la dernière intervention, puis on pourra passer au conseil de quartier par la suite. Monsieur Campagna. Merci. Donc, tout à l'heure, je référais à 2 cartes. Si c'est possible de réafficher le PPU et de remonter de 3 pages là, pour qu'on puisse voir le plan des affectations détaillées. Je pense que c'est important que les administrateurs du conseil de quartier aient la chance de consulter cette carte-là qui fait partie du PPU actuel. Donc, 3 pages plus haut à peu près. Là. En fait, 3-4 pages. Là, parce que c'est ça, le conseil de quartier, le conseil d'administration du conseil de quartier aura à formuler là, sa recommandation à la suite de la consultation en cours. Non, voyez-vous, là, moi, je suis dans le document là, de la version ville. On l'a vu passer, là, je pense que c'était juste... OK. Alors, pendant qu'on regarde, qu'on trouve la carte, c'est celle-là, oui. Évidemment, là, l'éléphant dans la pièce, c'est toute la question des PPU, qui est une nouvelle patente là, depuis quelques années sur l'horizon.
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et puis ce qui a modifié le rapport de force entre les promoteurs, les municipalités et les citoyens. Donc, évidemment, on ne peut pas plonger là-dedans ce soir. Alors, je vais jouer selon les règles du jeu qui me sont demandées ce soir en parlant notamment des contradictions là, dans la modification qui est proposée. Mais c'est sûr qu'à plus grande échelle, il y a un enjeu sur la question des PPU, puis ça, c'est provincial, là. Maintenant, ce que je veux vous montrer, là, vous voyez en bas, à droite, à peu près sur la carte, là, les zones jaunes, là, les deux zones jaunes, là, le L à l'envers, puis ça, c'est tout le secteur, là, le quadrilatère Saint-Vallier, de la Chapelle, Fleury, du Parvis. Puis à droite, ben, c'est tout Saint-Vallier-Est en s'en allant. Donc, c'est là, si vous voyez à droite, je ne sais pas si je devrais y aller, mais bref, on passe du jaune au orange. Ben, c'est là qu'on va passer de 12-13 mètres à 35 mètres. OK? Et on voit qu'on va perdre une zone de transition. Donc, l'idée du PPU adopté en 2017, c'est qu'on y allait graduellement. On partait des zones résidentielles, d'affectation résidentielle, il y a une zone de transition, puis après ça, on aboutit à de la construction en hauteur au niveau là, de Charest. Là, on vient éliminer la zone de transition. On ne respecte pas l'esprit du PPU 2017 et on est en contradiction avec l'énoncé ici, dans le respect des principes de répartition des gabarits construits de transition avec les milieux construits attenants. Hein, Je vais juste préciser, effectivement, là, sur la carte des affectations, on est dans une aire de centre d'activité majeur déjà de par la présence des grandes institutions, le L'Aubrivière, le YMCA. Le stationnement fait partie de cette lignée-là. Fait que déjà, on avait un dialogue assez direct entre le résidentiel Faubourg puis ce qui se passait dans l'aire d'affectation de par le centre d'activité majeur. Là, ça se confrontait déjà ces deux réalités-là dans le PPU actuel, outre l'augmentation de hauteur ou pas. Là. Merci. Donc, je complète parce que moi, je souhaite demander au conseil d'administration du conseil de quartier deux recommandations à inclure dans votre décision tout à l'heure. La première, je pense, c'est d'exprimer la préoccupation qui a été entendue dans la salle concernant le maintien actuel du C10, la hôtellerie touristique dans la modification réglementaire. En fait, ça existe déjà dans le PPU actuel, ça ne sera pas enlevé. On nous promet que ça va être enlevé plus tard. Moi, je ne me sens pas rassuré. Donc, ça, je pense qu'un conseil de quartier peut exprimer une préoccupation par rapport à l'existence du C10, alors que l'objectif annoncé de la ville, c'est de bonifier le logement. Évidemment, l'Airbnb, ça n'aide pas le logement. La deuxième recommandation, ben, en fait, c'est de faire le constat de la contradiction entre le principe dans le PPU qui est d'assurer une transition avec les milieux construits attenants et le fait qu'on passe d'un 12-13 mètres ou d'un 16 mètres là, dans la zone jaune à gauche à du 35 mètres. Tantôt, je vous ai posé la question, pourquoi, comment est-ce qu'on justifie la cohérence entre le principe du PPU qu'on prétend respecter et ça, ce qu'on va faire. Et j'ai entendu dans la réponse, madame, vous aviez parlé de la structure. Là, je ne comprends pas. Si on construit plus haut, ça demande plus à la structure. Là, mais... Puis l'autre affaire, c'est la rentabilité du projet. Je vous ai entendu parler de la rentabilité du projet. OK. Donc, on va accorder la modification à la hauteur pour permettre la rentabilité du projet. Donc, on donne de quoi au promoteur. Ça, en passant, là, c'est la complainte du promoteur. Là. Hey, si je n'ai pas mes étages, je ne pourrais pas faire mon projet. Là. Ça, c'est un classique. C'est tout le temps ça. Là. OK? Alors, mais effectivement, OK, on veut négocier. C'est quoi la contrepartie pour les citoyens puis pour la ville, puis pour l'intérêt commun? C'est quoi la contrepartie? C'est là que le politique, la responsabilité, je pense, du politique. C'est de dire à un promoteur, ah ouais, tu veux des étages de plus qui contrevient actuellement au zonage, que tous les autres ont respecté autour de toi, hein, qui vient modifier le consensus qui a été adopté en 2017, bien, qu'est-ce que tu vas donner en retour? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, une portion des 100 logements qui est retirée du marché spéculatif immobilier et qui est on en fait une coopérative ou un OBNL d'habitation. En passant, moi, je parle de logement social et communautaire, une coopérative d'habitation où moi j'habite, à un coin de rue, en fait, du futur 35 mètres. C'est une coopérative d'habitation, c'est du logement social et communautaire, retiré du marché spéculatif et qui vient ancrer justement dans la communauté des ménages et aussi du bâti qui est pas soumis à la spéculation immobilière. Alors, moi, l'explication que vous m'avez donnée, madame, ne me satisfait pas. On ne peut pas accorder une hauteur excédentaire pour permettre la rentabilité du projet. Premièrement, c'est jamais vrai, ça, là, en passant, c'est jamais vrai. Le projet peut se faire en respectant la hauteur, et je suis certain que le promoteur va trouver une manière de rentabiliser son projet. Puis, si jamais on veut négocier, ça prend une contrepartie, sinon ça sera là un nom, ce qu'on est en train de faire là. Ça s'appelle du bradage.
On brade la ressource de l'espace public et de l'espace du tissu urbain. On donne un cadeau au promoteur et on n'a rien en retour. Alors, on est, là-dedans, c'est plate à dire, on est les suckers, là. Alors, merci. Merci, M. Campagnas. Je vais me permettre de Je- répondre et de reclarifier mon intervention de plus tôt. Sur la question de la transition, je le mentionnais, on a déjà 2 réalités d'aire d'affectation qui se confrontent dans ce secteur-là, de par le centre majeur d'activité, de par les aménagements qu'on a déjà fait avec l'Aube-Rivière, le YMCA et la proximité du Faubourg. Donc, on a déjà 2 réalités qui se côtoient. Sur la question du projet qu'on amène, son insertion, puis vous excuserez mon propos de tout à l'heure, il y a des difficultés techniques qui amènent l'impossibilité de répartir les logements qu'on souhaite pour la vitalité du quartier, pour amener des résidents autant commerciaux que notre besoin en offre de logement. Donc, il y a une difficulté à le réaliser sur l'entièreté de la superficie qui amène le besoin pour aller chercher le nombre d'unités qu'on souhaite d'aller plus haut que ce que prévoit le cadre réglementaire. Peut-être en complément rapidement, à cet effet-là, c'est une des contreparties que nous avons comme milieu, c'est d'accueillir 100 nouveaux logements dans un milieu, comme on l'a dit, où le taux de nécessité de logement, puis je comprends, là, il pourrait avoir du développement. Ta coopérative aurait pu acheter du stationnement étagé puis proposer un projet. Ça n'a pas été fait, c'est correct. C'est pas de ta faute. Je suis en train de mettre la faute, mais on a un promoteur qui est arrivé avec un projet pour dire nous, on veut rajouter 100 logements dans Saint-Roch. On trouve que c'est une bonne implantation. Présentement, c'est une galette d'asphalte. On s'entend, là, même sur le toit, un îlot de chaleur. Là, il va y avoir du verdissement. Il va y avoir des résidents qui vont contribuer au dynamisme économique de notre quartier qui en ont bien besoin. Donc, à ce niveau-là, quand on regarde, comme je disais tantôt en réponse à quoi sert une consultation publique, bien, c'est la prise de décision, ça alimente ça. Puis, en même temps, quand on se fait présenter le projet, bien, on essaie de considérer tous ces volets-là pour être capable d'orienter nos recommandations par la suite. Fait que moi, le gain que je vois pour le quartier à ce niveau-là, c'est de développer 100 logements de façon innovante sur une zone que j'appelais morte, qu'on n'a jamais pensé développer, à savoir un dessus de stationnement étagé. Merci, M. Lachance. J'inviterais peut-être les administrateurs retourner à vos places, puis peut-être Catherine pourrait rester 2 secondes. Ben, c'est juste qu'elle prend la place, moi. OK. Davantage? Ben oui, moi, Allez. j'ai 2 Allez-y. questions. La première, c'est quel type de logement est ciblé là, par rapport, tu sais, si tu des 3,5, 4,5, 5,5, tu sais, ça pourrait quand même être pertinent pour la réflexion. Ma deuxième question, c'est plus pour toi, Daniel. Parce que j'entends beaucoup le C10, puis tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est en accord avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une proposition là-dessus pour encourager la ville qui a déjà pris l'engagement de le faire, de le faire pour vrai? Puis, ma troisième question n'a pas rapport au stationnement Odéon, c'est par rapport à la deuxième changement. Fait que si on change de sujet. En ce moment, où est-ce que la Banque nationale est? On rentre, tu sais, comme au rez-de-chaussée, puis ben là, c'est fermé, mais c'est la Banque nationale. Fait que on dirait qu'ils sont déjà au rez-de-chaussée. Fait que ça semble déjà être autorisé, ou il y avait un droit acquis. En tout cas, c'est juste cette nuance-là que je me demande. Parce que s'ils ont déjà le droit puis qu'ils sont déjà. Puis pourquoi ils veulent déménager? Tu sais, c'est comme. Pourquoi ils veulent s'en aller à l'autre bout? Pour la question du 700, effectivement, on était sur un droit acquis là, parce que OK. c'est autorisé nulle part. C'est un service administratif en rez-de-chaussée sur la rue Saint-Joseph. Ouais. Sur la question du pourquoi le déménagement, Je pense qu'ils ont vendu le bâtiment pour d'autres usages, parce qu'en tout cas, j'ai vu un container et une chute à déchets sur le OK. bâtiment quand je passais OK. aujourd'hui. OK. Mm. Puis on OK. peut faire une proposition aujourd'hui, c'est ça? Vous pouvez faire une proposition aujourd'hui. Cependant, ça pourrait être votre option C. Des fois, on utilise l'expression option C. Ça pourrait faire partie de l'option C. Cependant, comme on a expliqué, ça ne pourra pas être effectif dans l'actuelle modification Ouais. du PPU. Ça sera une future modification PPU que ça pourra être ajouté, mais vous pouvez en faire la recommandation en tant que conseil de quartier. OK, merci. puis il y avait la question de la typologie des. Typologie, oui. Les deux, en fait. Je vais commencer par la typologie. On parle à peu près 50, merci, 50% de 3,5, 50% de 4,5. OK. Puis je reviens par rapport au C10. Là, M. Lachance l'a dit, on va le répéter encore. Le promoteur, ce n'est pas son intention. Il est favorable lui aussi au retrait du C10. Puis aussitôt qu'on a une chance, je pense que la Ville va aller de l'avant pour le retirer. Puis une dernière mini-question, je m'excuse. En complément à Marie-Noël qui parlait beaucoup de
la vision de l'engagement. On a une vision sur 5-10 ans pour tout le volet cycliste, là, vélocité, c'est ça? Vivacité. Excusez, la vivacité. On a vraiment un gros, c'est un engagement de la ville. On sait où est-ce qu'on s'en va, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va pour le logement social. Puis c'est vraiment important. Moi, je ne veux pas aller contre les lots privés de logement social, puis c'est pas les lots privés qui vont amener du logement social parce qu'on sait que les coûts de construction sont élevés nécessairement. Fait que c'est sûr que les loyers vont être élevés. Fait que je sais que c'est des projets, je sais pas, confidentiels, là, mais ça serait le fun de dire OK, on en fait tant. En tout cas, bref, puis le rappeler parce que je pense que ça inquiète beaucoup de gens. C'est ça. Tu as absolument raison, Kendra. À cet effet-là, il y a deux documents vers lesquels je pourrais me permettre de te diriger. La vision de l'habitation, qui quand même annonce les grandes orientations de la ville, et aussi le fait que la ville s'est dotée du pouvoir de préemption. Donc, pour faire de l'acquisition de terrain, on a fait un premier lot de terrain identifié pour justement être capable de retirer du marché privé pour l'amener vers le marché public, parce qu'on s'entend que le nombre de terrains disponibles en construction qui est propriété de la Ville de Québec, il est plus tant élevé que ça à travers les années. Ça s'est effrité pour différents projets. Il en reste pas moins qu'on a une vision, mais en bout de ligne, pour réussir à concrétiser cette vision-là, on a besoin de l'argent du gouvernement provincial. On en a parlé au dernier conseil de quartier, à quel point parfois ça peut être difficile, que les programmes ont été changés, qu'il a fallu repartir à zéro. Mais au moins l'année dernière, la Ville de Québec a dépassé son objectif de 500 logements sociaux abordables sur son territoire en construction. Donc pour nous, c'est un premier pas. Cette vision-là, elle est claire de savoir qu'on veut au moins construire 500 logements sociaux abordables dans la Ville de Québec par année. Très bien. Monsieur Rousse? Oui, je vais partir de l'intervention de M. Dionne tantôt. J'ai trouvé son idée pas si pire de faire en sorte que peut-être que les 100 logements là, sont répartis, puis c'est M. Tremblay à qui je vais poser ma question. Si on les répartit différemment, disons, si on fait un peu plus large en bas, puis on monte en escalier, est-ce qu'il y aurait moyen d'aller chercher les 100 logements pareils, sans nécessairement dépasser le PPU? Puis je m'adresse à vous parce que vous, M. Tremblay, tantôt, vous avez dit on a travaillé fort sur les volumes, sur les... Donc, cette idée-là, qui, moi, me semble brillante, peut-être que si on en met plus premier étage, qu'on continue en escalier, il y a des chances qu'on aille chercher nos 100 sans dépasser le PPU. Vous. Sans dépasser le PPU, ça ne sera pas possible, là, ça c'est sûr. Puis après ça, un peu comme disait Catherine tout à l'heure, pour des questions de charge, on ne peut pas être très large sur le bâtiment. C'est pour ça qu'on était un bâtiment d'à peu près 21 mètres de largeur concentré à un endroit. Puis on faisait le pari de faire des retraits plus importants sur Chapelle et sur Fleury à l'arrière. Fait qu'après ça, est-ce qu'on veut se rapprocher des rues? Je ne pense pas que c'était l'objectif. À partir de ce que vous avez affiché, la seule manière, ça serait de remonter si on voulait refaire des retraits, puis on n'était pas là. Je ne peux pas faire de... Mais si je m'en vais plus large en bas, ça ne paraît pas dans le bas de la rue, tu sais. Je veux dire, on parle du coup d'œil, là. Le retrait pour le coup d'œil, il est quand même là, là. En tout cas, des contraintes techniques. Il y a un espace de dégagement à maintenir aussi avec le YMCA à l'arrière, là, qui est un 25 mètres. Ouais, de mémoire est bonne, qui est quand même assez significatif. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou interventions des administrateurs? Ben, si l'intervention est très courte et c'est une question qui pourrait bénéficier à tous, je vous invite à le faire rapidement. Mais si vous en avez pour 10 minutes à rouler, c'est différent. Non. C'est juste l'intégration d'espaces verts autour de personnes ce que M. Dion a dit. C'est ça que ça, c'est un îlot de chaleur quand même. Si vous mettez un toit végétal. Puis deux, ça donne directement sur la rue, dans un quartier où c'est déjà beaucoup d'ombre. Fait que ça, c'est le premier problème. Je pense à un retrait avec un dégagement serait mieux. Puis deux, c'est qu'en tentant d'intégrer le stationnement, c'est là la grosse contrainte, c'est que vous n'êtes pas capable de rien faire avec. Puis c'est un projet qui va rester après. Puis deux, c'est tout l'impact sonore, parce qu'il va y avoir beaucoup de climatisation, etc., pour thermopompe, etc., vu qu'il va faire très chaud. Ça crée beaucoup de turbulences et de bruit. Est-ce que ça a été pris en considération, comme l'atténuation végétale tout autour du projet? Parce que ça devrait être
à charge du promoteur s'il veut développer ces trucs-là. Oui, il va y aller. Il y a beaucoup d'informations dans votre question, puis je vais essayer, puis si j'en oublie, vous me le direz. Là. C'est sûr que le stationnement actuellement, là, il fait toutes les lignes de l'eau. Dans le fond, il est contraint à sa superficie, donc de verdir au sol, c'est pas possible. C'est pour ça que la proposition était de le faire en toiture. Après ça, Juste une précision, Ouais. c'est la toiture qui correspond à l'état, au sommet du stationnement en ce moment, ou c'est la toiture de la partie habitée? J'ai juste ça, c'est Correspond au stationnement actuellement. là. un peu le ton plus clair qu'on voyait à l'écran. Parfait. Puis l'autre question était par rapport à la climatisation dans un secteur commission, surtout dans des quartiers centraux comme ça. Ils sont très sévères sur le critère. Ils ne souhaiteront pas avoir des appareils portatifs sur chacun des balcons. Ils vont demander que ce soit localisé au toit, auquel cas on demande d'avoir un écran là, acoustique visuel là, autour de la climatisation. Il étant la commission d'urbanisme de Québec. Peut-être au niveau des précisions, je ne sais pas si tu as donné les chiffres pour les pourcentages d'air verte spécifiés. 31 d'air vert projeté en toiture. Parfait. Oui, parce qu'on a parlé des équipements techniques Oui. Liés à la climatisation, les questions de bruit et tout ça. Le toit est tout plat, alors tous ces équipements vont ajouter sur la hauteur de 35 mètres. Il y aura un ajout d'équipements avec leur écran qui vont... Exact, pour une petite partie en toiture, là, c'est ce qu'on permet là, dans tous les... Mais il y a des possibilités de l'enfoncer dans les derniers étages. Ça sera une solution beaucoup plus efficace. Et ça n'ajouterait pas encore une surhauteur sur une surhauteur. Parce que ce bâtiment, moi, je suis allée sur place, sur Charest, et différents angles, regarder et en prenant les gabarits de YMCA comme guide, référence. ça va être déjà très, très visible, cette affaire. Alors, pour les rues Sainte-Marguerite, vous n'avez pas répondu. Il n'y a pas de solution pour Sainte-Marguerite que les gens ont nommé avec rue de telle chose. Mais quand les hauteurs vont monter de deux côtés, ça va être vraiment un horrible espace urbain. Alors, on le dit ici, prenez en compte. Et une fois bâti, il n'y aura aucun remède. Et la chose qui est vraiment très inacceptable, d'abord, l'esprit de gradation de hauteur, ça disparaît. L'autre, vous amenez les hauteurs de boulevard Charest à l'îlot en arrière. Et en montant même ce qui est permis dans PPU, qui est avec une surhauteur de 33 mètres, mais c'était 26 mètres. Alors, vous dépassez beaucoup de limites déjà. Et ce sont pas des gabarits, cette dégradation. Je veux juste ajouter ça. C'est des choses qui ont déjà été dites. J'avais une autre intervention ici. Mais juste, je vais finir parce que cet esprit de gradation, c'est quelque chose indépendant de crise de logement, des fonctions qui sont en harmonie avec les centres-villes, etc. Ce sont des gabarits, des critères en harmonie avec la topographie et le cadre bâti qu'on quand même veut conserver. On ne veut pas ruiner les cadres bâtis, on ne veut pas ruiner la topographie et les percées de vue. Alors, dans les PPU, il y a beaucoup de directives par rapport aux percées de vue. Ils sont violés par cette gabarit augmenté. D'ailleurs, ils ont été aussi violés par les autres dérogations qui ont été faites par rapport à bâtiments résidentiels. Monsieur Lachance a juste fait référence là, en disant que on a fait d'autres changements comme Watson et d'autres bâtiments. Alors, il y a déjà des
des dommages. On ajoute. Est-ce que c'était une question ou vous étiez du comment? Au micro, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit qu'éventuellement, la permission de C10 va être retirée. Oui. Est-ce que ça va être rétroactif, genre, exemple, au Caïman? Est-ce qu'ils vont perdre l'autorisation? On parle de la zone concernée et même. Le Caïman n'est pas dans la zone concernée? N'est pas dans la zone Et s'il y concernée. en avait dans cette zone-là, éventuellement, est-ce qu'ils le perdraient, ceux qui l'ont? Dans la zone qui nous intéresse là, ce Il y en a soir, il y a aucun? uniquement le YMCA, l'Aube-Rivière et le Ah. stationnement. Et si on le retirait à une autre zone, comme le Caïman, il y aurait des questions de droits acquis également. Simon, Oui, merci pour ta question. je m'auto-proclame dernière question parce qu'on va devoir enchaîner. Désolé. Donc, nuance rapidement, puis une petite question. La nuance, c'est ça, c'est bon. Pour ceux concernés par le C10, là, on avait l'intention, le conseil de quartier, d'en faire la demande. Pourquoi on en fait la demande? Puis on aurait peut-être une question à la ville d'être proactif pour la suite parce que c'est pas parce que le promoteur a l'intention. Vous savez tous qu'il peut y avoir une vente, une transaction quelconque qui. Bon, donc, on demanderait peut-être à la ville d'être proactif, peut-être pour la suite, viser peut-être des terrains qui pourraient être exploités comme ce type de terrain-là pour justement prévenir ça puis ne pas agir. Donc, c'est ça, une petite demande là, non officielle. Tu fais bien de la faire, Simon, c'est juste qu'on n'avait jamais envisagé l'habitation. J'habite à côté et je n'ai pas vu venir ce projet-là, je dois l'avouer. Donc, ma question, puis en même temps, je vais apporter un petit complément d'information qui a été mentionné en préconsultation. Là, pour ce qui est des stationnements, on nous avait indiqué qu'il n'y aurait pas de stationnement de rue permis pour les gens, les résidents. Donc, puis je pense qu'on visait 50 des résidents qui auraient une vignette de stationnement à l'intérieur du stationnement étagé, je crois. Le ratio qui est prévu pour les stationnements en lien avec les usages résidentiels, là, c'est 1 pour 2. Donc, une case pour 2 logements. Puis, pour ce qui est de la vignette, c'est que l'intention n'est pas d'autoriser davantage de vignettes, mais ça se fera dans le cours du processus, là, peut-être. C'est au conseil d'arrondissement que cette décision sera prise. Exact. Une fois au moment d'accorder le permis, je pense, quelque chose comme ça. Parce que ma question est un peu en dessous, j'ai essayé de trouver un angle qui n'avait pas été abordé encore vraiment. Le stationnement à 2, même sans vignette, bon, pour habiter à côté, simple, ma réalité, en fait, je n'invite à peu près personne chez nous, du moins, on va dire de petits groupes, soit en fin de semaine, à de gens de l'extérieur qui, je sais, ne viendront pas en transport commun à cause de la difficulté de se stationner. Donc, ma demande sans unité supplémentaire qui amène un flux de familles, amis, naturellement. Est-ce que l'impact a été mesuré sur le quartier? Il y a, Fleury, de ce côté-là, c'est des vignettes à 100% là, pour les résidents, mais tout ce qui est Saint-Vallier et tout, c'est déjà assez surchargé, je dirais, à ce là. Donc, est-ce qu'il y a eu une étude quelconque en ce sens-là? C'est quand même assis sur un stationnement payant, mais exactement. Ben, il y a la dynamique du stationnement payant qui devient toujours aussi accessible par le public. Par contre, nous, au niveau de la politique de stationnement, que tu sais qu'on est en train de retravailler, la dynamique, entre autres, des vignettes qu'on dit quotidiennes ou pour de la visite une fin de semaine et tout, c'est quelque chose qu'on va amener dans la réflexion, étant donné qu'on sait que dans les quartiers centraux, c'est quelque chose qui est demandé, qui est présentement pas autorisé. Fait qu'on veut voir comment travailler ces éléments-là. Et tous les secteurs avec la politique de stationnement seront réétudiés pour venir recalibrer la réglementation. Et j'ajoute, comme Catherine l'a spécifié, il y a la dynamique d'ôter la possibilité d'achat de vignettes, un peu comme le fresque U ou autre. Tout ça va être étudié dans le cadre du processus qui va nous être soumis. Mais pour parler au niveau historique, à chaque fois qu'on a fait la recommandation, moi j'ai acquiescé pour ôter ce droit de posséder des vignettes pour les résidents afin de ne pas créer de pression supplémentaire sur des quartiers qui sont déjà, comme tu l'as dit, bien sous pression en termes de stationnement sur eux. À ne pas oublier la desserte aussi du secteur qui est excellente en transport collectif et en d'autres alternatives que l'auto. Donc, on a une desserte à vélo, de transport collectif, les communautés de ce monde. Donc, très bien. Administrateur du conseil de quartier, est-ce que vous souhaitez être à l'avant ou vous souhaitez rester pour votre vote? Parfait. Donc, Catherine, Stéphane, François, merci beaucoup. Donc, administrateur, j'imagine que vous allez me proposer une option C.
Bien, de ce que j'ai entendu, je vous offrirais, disons, 3 options de ce que j'ai entendu ce soir. Et premièrement, est-ce que vous êtes d'accord de vous prononcer sur l'ensemble des modifications avec avec la possibilité d'une recommandation spécifique? Donc, l'option A, ça serait d'accepter les modifications telles que présentées. Option B, c'est refuser les modifications, conserver le statu quo. Et l'option C, ça serait d'accepter les modifications telles que proposées, mais en exigeant le retrait de l'usage C10 pour la zone donnée. Je propose option Alors, B. est-ce qu'on est sur Je vais juste aller chercher sur la première position? Et on peut-tu faire B avec une proposition? Ben, Non, mais on peut-tu faire Mais on peut faire les trois là, si on veut, puis on va voter pour chacune des trois. C'est ça. Moi, je vous invite à vous prononcer sur une des 3 options. Vous avez aussi l'option de vous abstenir, autrement dit, à ne pas vous appuyer aucune des 3 propositions. Donc, si vous êtes prêts, qui vote pour l'option A, qui est de recommander au conseil d'arrondissement et conseil de ville d'adopter les modifications telles que présentées ce soir? Est-ce qu'on faisait les 2 projets séparés? Vu qu'il y a une recommandation spécifique, je vous dirais on peut le faire en bloc. L'autre, je pense qu'il n'y avait pas de sujet de débat. OK. Fait qu'on commence par laquelle? On commence par le vert. Là. Ah, OK, parfait. Merci. Zone 12076 MB. OK. Parfait. Donc, vous souhaitez traiter des 2 projets différemment? Ouais. Des Oui. distincts? S'il vous plaît. C'est correct. Donc, pour la zone 12076 MB, les options sont recommander les modifications telles que présentées. Option B, statu quo, on refuse les modifications. Option C, accepter les modifications, mais retirer C10 dès que possible. Donc, qui vote pour l'option A telle quelle? Aucun. Qui vote pour le statu quo, refuser les modifications? 2 personnes votent pour le statu quo. Et qui vote pour l'option C avec Donc, j'ai 4 voix supplémentaires et j'aurai une abstention également. Une abstention. Très bien. C'est noté de mon côté. Si on va pour l'autre projet de modification concernant les zones 12029 MB, 12056 MB et 12086 MB concernant un usage accessoire pour des services financiers, option A ou B, qui parmi les administrateurs sont en faveur des modifications proposées? Non, juste un instant, Oui. Daniel. Est-ce qu'on pourrait avoir une option D qui serait refusée, mais en mettant en demandant l'obligation du retrait de C10? Il n'y a pas de CD. Là, OK, non, vous non. avez scindé les. Mais on parle de la Banque nationale. C'est la Banque nationale. Non, c'est ça. Non. Oui, là, vous avez voté sur la première partie, le vert. C'est règle. C'est Oui, vrai, là. ça. On est rendu pour la Banque nationale. OK, mais Toi, excuse-moi, Robert, je vais juste essayer. On a 3 zones concernées par la modification. En ce moment, je ne sais pas s'il y a du C10 prévu dans ces zones-là. Tu demanderais qu'on retire le C10 peut-être de ces zones-là aussi? du toit, ouais. Moi, je pensais que c'était là-dessus tantôt. J'ai Catherine, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu sais s'il y a de l'hébergement touristique prévu le long de Saint-Joseph Il y dans en les a. 3 zones concernées? Je crois que oui, ça Oui. fait partie de l'orientation. Les lofts, toutes sont là. Oui. C'est ça. Oui. C'est en place, C'est vrai, je d'accord. confirme mes connaissances. Oui, c'est ça. Regardez ça. Mhm. Oui, très bien. Je vais juste répéter au micro. Donc, il y a eu des modifications en septembre l'année dernière qui sont entrées en vigueur au courant de l'année dernière. Donc, l'hébergement touristique a été identifié comme priorité justement sur certains axes, dont la Couronne, Saint-Joseph et Charest. Donc, l'usage C10 est déjà présent et déjà bien établi là-dessus. C'est un secteur qui a été ciblé, alors que d'autres zones du Faubourg, l'usage C10 a été retiré et les logements étaient protégés également. Donc, c'est une négociation, une planification qui a déjà eu lieu. C'est bon.
Donc, est-ce que quelqu'un appuie la proposition de Robert néanmoins? Ou non? Non, c'est des gars d'endroit acquis, hein, ça serait difficile. Ouais. Donc, on se contente de A et B, approuver ou statu quo. Qui parmi les administrateurs approuve la modification proposée concernant les services financiers au rez-de-chaussée? À l'unanimité. Très bien. Merci beaucoup aux administrateurs. Je rappelle, les administrateurs, c'est des bénévoles. Ils ont un rôle consultatif de recommandation à l'endroit du conseil de ville et du conseil d'arrondissement. Donc, les recommandations qu'ils ont formulées ce soir le seront transmises dans le cadre de rapport. De plus, si vous vous intéressez encore à cette question-là, si vous avez d'autres questions sur le projet, vous voulez faire des commentaires, il y a une consultation écrite qui se poursuit jusqu'à jeudi la semaine prochaine. Et ça sera également considéré et transmis aux élus. Monsieur Lachance, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, tout est. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Merci au conseil de quartier pour les recommandations. On va travailler